Welcome to a new episode of Men Washington. In this week's show, we've got some great topics. The King accepted. Bienvenue pour un nouveau numéro de votre émission depuis Washington. Au sommaire de cette édition, Sa Majesté le roi Mohamed VI accepte de rejoindre le Conseil de paix. Le ministre marocain des Affaires étrangères en signe officiellement la charte. Le Maroc renforce son engagement en faveur de la paix, notamment à Reza et sur d'autres théâtres de crise. Et le Royaume est désigné par les Nations Unies comme première destination touristique d'Afrique pour l'année 2025. Dans une initiative qui suscite un large écho international, le roi Mohamed VI a répondu favorablement à l'invitation du président Donald Trump de rejoindre le Conseil de paix, une plateforme que Washington présente comme un nouvel outil pour repenser la gestion des conflits internationaux et promouvoir la diplomatie préventive. Cette orientation s'est concrétisée par la signature de la charte du Conseil par le chef de la diplomatie marocaine, illustrant l'adhésion de Rabat à la vision et aux objectifs de cette initiative. Le Maroc rejoint ainsi un groupe restreint d'États engagés en faveur de la stabilité mondiale dans un contexte international marqué par de fortes tensions. Selon plusieurs observateurs, cette adhésion s'inscrit dans la continuité du rôle historique du Royaume en matière de médiation, de partenariat stratégique et de promotion du dialogue, comme alternative à l'escalade, renforçant ainsi sa crédibilité sur la scène internationale. L'émission s'intéressera également à la situation à Reza et aux perspectives offertes par le Conseil de paix pour dépasser les blocages qui freinent depuis trop longtemps les efforts de règlement au Moyen-Orient. Pour en discuter, nous recevons Paolo von Schirach, président de l'Institut des politiques mondiales et professeur à l'Université Florida Atlantic. Il est également fondateur du Schirach Report. À ses côtés, Matthew Bartlett, ancien haut responsable au département d'État lors du premier mandat du président Trump. Il a occupé plusieurs fonctions au sein de l'administration américaine, du Sénat et de campagne présidentielle républicaine. Nous serons également accompagnés de notre chroniqueur Ryan Ekstrom, ancien conseiller du membre du Congrès Joe Wilson, spécialiste des relations sino-américaines et des questions de défense. Joe Wilson, focusing on US-China strategy and defense policy. Mais tout d'abord, place au reportage de notre correspondante Shourouk Diab. Shourouk Diab, and she'll give us a great report. Hello, Shourouk. Dans une démarche qui a suscité un large débat dans les milieux politiques et diplomatiques, le président américain Donald Trump a proposé le concept de ce qu'il a appelé le Conseil de la paix, un moment particulièrement sensible sur la scène internationale marqué par la multiplication des conflits et l'érosion de l'efficacité des cadres traditionnels de gestion des crises. Qu'est-ce que donc que le Conseil de la paix ? Selon la vision promue par Trump, le Conseil repose sur l'idée de créer un cadre international ou quasi-international à adhésion limitée, regroupant les grandes puissances ou les pays capables, dans les faits, d'imposer la stabilité, loin des lourdeurs bureaucratiques et des institutions multilatérales complexes que le président américain juge lentes et incapable de trancher. Le message central est ici le passage de la gestion des conflits à l'imposition de la paix par la force et l'influence, plutôt que par de longues négociations consensuelles. Cette approche reflète la philosophie bien connue de Trump en matière de politique étrangère, la diplomatie de la force. Les accords directs et la réduction du rôle des institutions internationales traditionnelles. Elle constitue en même temps une critique indirecte du Conseil de sécurité de l'ONU que Washington considère comme paralysé par les divisions entre grandes puissances et l'usage du droit de veto. Le moment choisi pour proposer le Conseil de la paix n'est pas moins important que l'idée elle-même. Le monde traverse une phase de turbulence sans précédent, guerre persistante en Ukraine, tensions croissantes au Moyen-Orient, inquiétudes grandissantes en mer de Chine méridionale et retour de la logique des équilibres de puissance au détriment de l'ordre international fondé sur des règles. Les détracteurs estiment que le Conseil de la paix pourrait porter atteinte au principe de la légitimité internationale et marginaliser les petits États,
tandis que les partisans de Trump y voient une tentative réaliste de faire face à un monde dans lequel les formules classiques ne fonctionnent plus, notamment en raison de l'incapacité du Conseil de sécurité à résoudre les conflits. Le Conseil de la paix reflète également la vision de Trump d'un monde régi par les rapports de force plutôt que par les déclarations diplomatiques et intervient à un moment où il cherche à redessiner les règles du jeu international. S'agit-il du début d'un nouvel ordre mondial ou simplement d'un outil de pression politique dans la lutte pour l'influence globale qui pourrait disparaître avec la fin du mandat présidentiel de Trump? Une chose est sûre, le Conseil, avec certains de ses membres considérés comme sages, pourrait constituer un apport à une valeur ajoutée dans la gestion d'un monde où règne aujourd'hui la loi de la jungle. Retour à vous, Georges. Merci, Shorouk. Alors, commençons avec vous, Ryan. Que signifie l'acceptation par Sa Majesté le roi Mohammed VI de rejoindre le Conseil de paix récemment annoncé par le président Trump au regard du rôle de plus en plus affirmé du Maroc sur la scène diplomatique mondiale? Cette évolution envoie un message clair. Le Maroc est résolu à consolider sa position en tant qu'acteur diplomatique central, non seulement à l'échelle régionale, mais aussi dans les questions de sécurité mondiale et de règlement des conflits internationaux. Cela se fait à travers la valorisation de son partenariat historique et de ses alliances stratégiques, ainsi que par la construction méthodique de sa réputation de médiateur impartial et crédible, jouissant de la confiance des parties en conflit. Le Maroc figure en effet parmi les rares pays capables de dialoguer avec toutes les parties d'un conflit, et le transfert de cette expertise à la table du Conseil de la paix ne peut que renforcer considérablement la position du Maroc et asseoir sa présence sur la scène diplomatique internationale. C'est un élément essentiel. Le Maroc dispose d'un parcours et d'une expérience reconnue qui le place naturellement au cœur des dynamiques internationales et lui confère un rôle de premier plan. À la lumière de son histoire récente et des réalisations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, il apparaît clairement que le royaume est en mesure d'enregistrer des avancées majeures. Par ailleurs, Dr Van Chirac, le Maroc est largement reconnu comme l'un des acteurs les plus influents dans les initiatives de paix à l'échelle mondiale. Pour de nombreux observateurs, le choix porté sur Sa Majesté le roi pour assumer cette responsabilité plutôt que sur d'autres dirigeants de la région est lourd de sens. Alors comment analysez-vous cette décision et ce qu'elle révèle sur la position du Maroc aujourd'hui? Well, look, I think, as already been said, Morocco has a good reputation of being a mediator. Let's also not forget. Je pense, comme l'a dit Ryan, que le Maroc bénéficie d'une excellente réputation en tant que médiateur. N'oublions pas non plus le succès concret et majeur remporté au niveau national dans le règlement de la question des provinces du Sud. Le plan marocain a obtenu un large soutien international, témoignant du succès remarquable de la diplomatie discrète menée par le Royaume pour résoudre des problèmes restés en suspens pendant des décennies. La proposition marocaine est devenue la solution de référence et le Conseil de sécurité des Nations Unies a officiellement soutenu ce plan. Naturellement, c'est désormais la voie à suivre. Cela n'est pas directement lié à la question que nous examinons aujourd'hui, à savoir la situation à Gaza, mais il existe un lien évident, le succès diplomatique dans la capacité à rapprocher des partis sceptiques, voire opposés, sans tapage médiatique excessif. C'est là, selon moi, une preuve supplémentaire de l'habilité diplomatique du Royaume du Maroc. Cela permet également à Sa Majesté le roi Mohammed VI de présenter son pays non seulement comme un État africain, mais comme un membre influent et un leader au sein de la communauté internationale, en particulier dans le contexte du Moyen-Orient et des responsabilités spécifiques qu'assume Sa Majesté. N'oublions pas non plus que le Maroc est signataire des accords d'Abraham, ce qui lui confère une place supplémentaire aux côtés des autres pays ayant rejoint ces accords lors du premier mandat présidentiel du président Trump, tels que les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Il convient également de rappeler la longue tradition marocaine de tolérance envers les Juifs, qui remonte à plusieurs siècles avant la création de l'État d'Israël. Dès lors, la présence d'un acteur efficace capable de dialoguer avec les deux parties du conflit devient essentielle. Bien entendu, nous ne savons pas encore ce que deviendra le Conseil de la paix après la crise de Gaza. Mais je suis convaincu que l'on peut compter sur le Maroc en tant qu'acteur faisant preuve du plus haut niveau de responsabilité.
Absolument, l'un des éléments les plus significatifs réside précisément dans ce que vous avez évoqué, l'existence d'un historique solide de dialogue avec l'ensemble des parties concernées. Nous en avons eu une illustration claire lorsque Sa Majesté le Roi a pu apporter une aide humanitaire à la population de Gaza, tout en coordonnant simultanément avec Israël afin d'en garantir l'acheminement. L'enjeu fondamental est sa capacité à maintenir des canaux de communication ouverts avec les deux camps, une aptitude qu'il a démontrée à de nombreuses reprises. Alors je me tourne maintenant vers Matthews. Le système international est aujourd'hui marqué par une multiplication des conflits et une rareté des solutions durables, tandis que les Nations Unies semblent traverser une période d'essoufflement. Le Conseil de paix peut-il constituer une ébauche d'une alternative au Conseil de sécurité? Ah oui, Georges, c'est une bonne question. Nous n'en connaissons pas encore la réponse. Mais si les Nations Unies avaient pu réussir, elles l'auraient déjà fait. Je pense également que le président Trump a été très clair sur le fait qu'il souhaitait voir les Nations Unies réussir et que le Conseil de paix qu'il a proposé n'a pas vocation à se substituer aux Nations Unies, mais semble plutôt constituer un mécanisme complémentaire à la situation actuelle. C'est d'ailleurs ce que la Maison-Blanche et le département d'État américain ont clairement affirmé. Cela étant, il faut aussi être lucide. Il s'agit d'un nouveau projet qui réunit de nombreux partenaires stratégiques fiables, lesquels ne se contentent pas de mettre en jeu leur nom et leur réputation, mais s'engagent également à travers des contributions en matière d'investissement. Il s'agit donc d'un plan de paix extrêmement complexe en cours d'élaboration, comportant de nombreuses difficultés, notamment celles liées à la reconstitution de Gaza. Il y aura toujours des obstacles sur la route. Mais essayons tous de nous projeter vers ce qui est possible grâce au Conseil de la paix. C'est une observation tout à fait pertinente. Il ne s'agit pas seulement de fragiliser les Nations Unies, mais plutôt d'exercer un leadership constructif, destiné à aider l'organisation internationale à remplir sa mission à un moment où ses résultats restent limités. Alors, professeur Von Schirach, vous avez à plusieurs reprises décrit Sa Majesté le Roi du Maroc comme un dirigeant sage. Au regard de son parcours, de son style de gouvernance et de son engagement constant en faveur de la paix à l'échelle mondiale, il apparaît clairement qu'il a mené une action remarquable. À votre avis, dans quelle mesure la scène internationale a-t-elle aujourd'hui besoin de figures de cette stature et de cette sagesse? Il est évident que le monde ne compte pas suffisamment de sages, sans quoi nous aurions réalisé bien davantage de progrès dans le règlement des conflits à l'échelle mondiale. Je pense que Sa Majesté le Roi Mohammed VI jouit d'une stature et d'une crédibilité qui lui permettent de jouer un rôle d'acteur clé. N'oublions pas que le Maroc dispose d'une longue expérience d'engagement approfondie dans la région subsaharienne et au Sahel. À cet égard, rappelons que le Maroc accueille des dizaines de milliers d'étudiants africains venus y poursuivre leurs études. Ce ne sont pas de petites réalisations, mais des accomplissements que le Royaume a menés avec discrétion sur plusieurs décennies, démontrant ainsi son interaction et son engagement envers l'Afrique. Selon cette logique, le Maroc joue indéniablement un rôle de premier plan. Je connais bien l'Afrique, et pourtant il n'existe aucun pays africain que je puisse placer au même niveau de stature, de prestige et de crédibilité que le Maroc, malgré sa position géographique éloignée à l'extrême nord-ouest du continent africain. Par conséquent, je pense qu'en réalité, l'adhésion du Maroc au Conseil de la paix pourrait constituer un facteur d'encouragement pour d'autres pays qui s'interrogent actuellement sur l'opportunité d'y adhérer ou non. Lorsque ces pays verront le Maroc rejoindre ce Conseil, avec sa capacité à dialoguer avec de nombreuses parties sur la question de Gaza, comme nous l'avons évoqué, et qu'ils prendront conscience de l'existence de conflits en Afrique, notamment en République centrafricaine, ainsi que la prolifération de la confusion et de l'extrémisme, représentés par des groupes islamistes, sans oublier toute une série d'autres problèmes, ils comprendront l'importance de ce rôle. Je pense que le Maroc dispose de la capacité, de la stature et du prestige nécessaires pour maintenir un ton calme, civilisé et responsable au sein du Conseil de la paix. Il y aura toujours des divergences et des conflits, mais nous pourrons compter sur le Maroc en tant que voie de la modération et de la diplomatie. Vous soulevez là un point très pertinent. Le monde se porterait sans doute mieux s'il comptait davantage de dirigeants à l'image de Sa Majesté le Roi. Sa vision profondément marquée par la sagesse constitue une source d'inspiration dont beaucoup pourraient s'inspirer. Alors avant de poursuivre, faisons une courte pause pour revenir sur un article publié par The Economist intitulé « Le Conseil de paix de Trump, une diversion par rapport au véritable travail à Gaza ».
Le magazine The Economist a publié un éditorial sous le titre « Le Conseil de la paix de Trump, une diversion par rapport au véritable travail à Gaza ». Il commence par une brève évaluation de l'action du président Trump par rapport à ses déclarations. Donald Trump affirme avoir mis fin à 8 guerres au cours de son second mandat, alors que les conflits restent intenses dans plusieurs régions du monde. À Gaza, il est parvenu à imposer un cessez-le-feu, à contraindre Israël à se retirer et à obliger le Hamas à libérer les otages. Toutefois, cela ne constituait que la première phase d'un plan en 20 points. Une commission nationale palestinienne a également été désignée pour administrer Gaza, mais Israël n'a pas autorisé ses membres à entrer dans le territoire, encore moins à y exercer une quelconque autorité, et il n'est pas certain que cette commission dispose d'un réel pouvoir. Concernant les obstacles à la paix à Gaza, le journal écrit « Le Hamas n'est pas pressé de renoncer à ce qui lui reste de son arsenal, ni d'abandonner son contrôle sur une grande partie du territoire. » De son côté, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, affrontera les électeurs cette année et hésite à aller de l'avant dans tout retrait supplémentaire tant que le Hamas conserve une influence dans la bande de Gaza. À propos du Conseil de la paix, le journal ajoute « Il s'agit d'un conseil réservé aux dirigeants du monde et qui critique la diplomatie traditionnelle, mais il est plus probable qu'il contribue à détourner davantage l'attention de la tragédie de Gaza. Le territoire reste divisé entre l'occupation israélienne et le contrôle du Hamas, ce qui constitue une recette pour une misère prolongée pour près de 2 millions de Palestiniens, dont beaucoup sont encore sans abri et souffrent de graves pénuries de nourriture et de soins médicaux. » L'éditorial conclut en affirmant « La deuxième phase restante doit être mise en œuvre de toute urgence. Il faut permettre à la Commission nationale palestinienne chargée de l'administration de Gaza d'entrer dans le territoire et lui fournir les ressources nécessaires pour commencer à préparer la reconstruction. Une force internationale de maintien de la paix doit être constituée, déployée, le désarmement des combattants du Hamas doit être engagé et Israël doit retirer ses forces de Gaza en vue d'un retrait complet. Toutefois, malgré l'habilité de Trump à exercer des pressions, rien de tout cela ne sera facile. La réussite à Gaza renforcerait néanmoins la crédibilité du président en tant qu'artisan de la paix. Ryan, pour revenir vers vous, quels objectifs stratégiques Washington poursuit-il à travers la mise en place de ce conseil et quelle place le Maroc occupe-t-il dans cette approche? Pour répondre à cette question, je pense qu'il est important d'examiner d'abord la genèse du Conseil et les fondements intellectuels sur lesquels il repose. Cette proposition est apparue pour la première fois dans le plan de paix présenté par Trump concernant Gaza, composé de 20 points et publié le 20 septembre. En novembre, cette proposition a été soumise au Conseil de sécurité des Nations Unies, où elle a obtenu son aval, ce qui a conféré au Conseil une légitimité internationale. Toutefois, le mandat accordé par le Conseil de sécurité était limité à la supervision du désarmement dans la bande de Gaza, ainsi qu'à la supervision de la reconstruction. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est que Donald Trump cherche à élargir le champ d'action de ce Conseil afin d'englober des conflits allant au-delà du Moyen-Orient, peut-être la guerre en Ukraine et d'autres différends, y compris ceux avec la Chine. Cette évolution montre que le Conseil connaît une extension progressive de ses prérogatives, tout en bénéficiant de l'adhésion et du soutien d'un nombre croissant de pays, ce qui lui confère la capacité de repositionner les États-Unis comme un parrain de la paix, tout en servant l'agenda de Donald Trump visant à apparaître comme un président œuvrant pour la paix. Mathieu, en quoi cette initiative se distingue-t-elle des dispositifs internationaux de paix déjà en place, qu'il s'agisse des Nations Unies ou d'autres cadres multilatéraux? Ah oui, Georges, c'est une bonne question. Le Conseil de la paix ne sera pas une organisation multinationale supplémentaire venant s'ajouter aux structures bureaucratiques existantes. Il sera plutôt composé d'un groupe de personnes compétentes et expérimentées, capables de proposer des solutions et de mener une action concrète. Le Conseil se distinguera ainsi par une plus grande flexibilité en réunissant un mélange de technologies ainsi que de dirigeants mondiaux actuels et anciens. L'essentiel réside dans leur capacité à passer à l'action. Ce qui constitue la différence fondamentale entre ce Conseil et ce que les Nations Unies ont accompli.
Oui, vous avez raison, ce conseil pourrait se révéler à la fois très important et particulièrement efficace, ce qui constitue un point très positif. Passons maintenant à vous, Paolo. En dehors de l'Algérie qui adopte souvent une posture critique vis-à-vis du Maroc, comment la participation du Maroc pourrait-elle être perçue par les acteurs régionaux, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord? I think positively overall. Yes, you mentioned there's this long feud with Algeria due to its support for Polisario. Vous avez mentionné l'existence d'un conflit de longue date entre l'Algérie et le Maroc en raison du soutien apporté par l'Algérie au Front Polisario, ce que je considère comme une cause perdue. Cela continue néanmoins d'entretenir un climat de manque de cordialité entre les deux pays voisins. En revanche, je constate que le Royaume du Maroc jouit d'une très bonne réputation dans le reste de l'Afrique et je ne pense pas qu'il existe des États qui s'y opposent réellement. Par ailleurs, si l'on considère la géographie du Moyen-Orient, même si le Maroc n'en fait pas partie à proprement parler, il demeure un pays arabe et musulman. De plus, Sa Majesté le roi Mohammed VI, en raison de l'héritage de sa lignée ancestrale, assume clairement la mission de défendre l'islam tout en s'inscrivant dans un islam modéré. Ainsi, le Royaume du Maroc ne peut en aucun cas être qualifié de terre d'extrémisme, quel qu'il soit. Comme nous l'avons souligné, le Maroc se caractérise par la tolérance religieuse. Lorsque les Juifs ont été expulsés d'Espagne, ils ont trouvé refuge et sécurité à Marrakech. J'ai personnellement visité leur ancien quartier où j'ai vu la synagogue et les cimetières juifs. Ils y vivent encore aujourd'hui. Chacun peut constater que le Maroc leur a offert protection et sécurité. Les Juifs avaient d'ailleurs souhaité s'installer à proximité du palais royal, estimant que cela leur garantirait une protection royale au sein d'un État musulman. Il s'agit là d'un aspect historique majeur qu'il ne faut pas oublier. Par conséquent, le Maroc est en mesure de se présenter comme un acteur international crédible et dispose en outre d'un accord de libre-échange avec les États-Unis. Un point très pertinent. Mathieu, peut-on considérer que la manière dont le président Trump conduit les affaires et met en place le Conseil de paix pourrait représenter le moyen le plus rapide de financer la reconstruction de Gaza ? Il est peut-être encore trop tôt pour l'affirmer, mais cela demeure tout à fait possible. Le président Trump est un homme d'action. Il peut passer des appels téléphoniques et conclure des accords avec n'importe quel parti afin d'atteindre ses objectifs. Le Conseil semble prêt puisqu'il a été mis en place pour entamer le travail, notamment par la désignation d'émissaires tels que Witkoff et Jared Kushner. Le gendre du président qui a présenté une vision ambitieuse de l'avenir du Gaza et a appelé à agir de bonne foi. Il a même exhorté les médias à aborder ce qui est à venir avec un esprit positif. En matière d'action, il existe toujours des raisons de douter, mais essayons tous de nous retrouver autour d'une volonté commune pour avancer. Paolo, je reviens vers vous. $1 milliard par État participant représente-t-il un montant suffisamment conséquent pour financer un large éventail d'initiatives à l'échelle mondiale? Écoutez, je considérerais cela comme une contribution initiale car je ne pense pas qu'$1 milliard représenterait l'intégralité de l'apport de chaque pays membre du Conseil. Le Conseil rassemble des personnes animées de bonnes intentions et cela constitue le point de départ du processus. Toutefois, comme Mathieu l'a mentionné précédemment, le Conseil de sécurité des Nations Unies est malheureusement paralysé depuis sa création en raison du droit de veto exercé par certains membres permanents hostiles à l'Occident, en particulier aux États-Unis depuis la guerre froide. Aujourd'hui, la Russie et la Chine votent systématiquement contre au sein du Conseil de sécurité, le rendant largement inefficace. Le Conseil de la paix, sans avoir vocation à remplacer le Conseil de sécurité, pourrait toutefois dépasser ces blocages et se concentrer sur l'atteinte d'objectifs concrets. Tout dépendra certainement de la stature et de la crédibilité du Conseil, ainsi que du degré d'engagement des États y participants. Si leur rôle se limite à une adhésion purement symbolique, séduisante en apparence, faite de discours sans résultat tangible, le Conseil est voué à l'échec. Le critère déterminant sera donc l'obtention de résultats concrets. En revanche, si les pays participants contribuent réellement au financement nécessaire à la reconstruction de Gaza, cela ferait une différence considérable. On peut considérer Gaza comme le terrain d'épreuve de la capacité du Conseil à produire des résultats. Il s'agit d'un territoire restreint peuplé d'environ 1 million de Palestiniens et non d'un pays de 20 millions d'habitants.
Je pense qu'il serait possible d'y parvenir à Gaza, mais il faudra attendre pour mesurer le degré d'engagement réel des États participants. Parfait. Ryan, pour clore cette première partie, puis-je vous poser une dernière question? La véritable motivation de cette initiative réside-t-elle dans la frustration du président Trump face à la lenteur bureaucratique des Nations Unies? Oui, absolument, on peut le dire. Si les Nations Unies avaient un bilan solide de réussite dans la résolution des grands conflits internationaux, le débat serait différent. Or, la réalité montre que ce n'est pas le cas. Certains pourraient voir dans cette initiative un projet strictement personnel du président Trump, mais je ne partage pas cet avis. Il existe un besoin réel et même une demande croissante pour une organisation internationale plus efficace, capable de résoudre des conflits que les Nations Unies n'ont pas su traiter jusqu'à présent. Un point très pertinent. Le président Trump reste, comme toujours, focalisé sur des résultats concrets. Votre remarque est tout à fait justifiée. Nous allons maintenant faire une courte pause. Welcome back to the second half of this week's episode of Men Washington. In this part, Nous voilà de retour pour la deuxième partie de votre émission depuis Washington. Dans cette séquence, nous poursuivons notre discussion sur le rôle central du Maroc sur les scènes régionales et internationales. Rabat intensifie sa contribution aux efforts de paix à Gaza et s'affirme comme un acteur diplomatique engagé en faveur du dialogue et de la désescalade face à l'une des crises les plus complexes et persistantes du Moyen-Orient. Morocco's diplomatic history bears witness to the kingdom's leading role in advancing peace. L'histoire diplomatique du Maroc illustre le rôle de premier plan que le Royaume joue dans la promotion des initiatives de paix entre parties en conflit au Moyen-Orient, qu'il s'agisse des territoires palestiniens, du Liban ou de la Libye, sans oublier d'autres zones de conflit en Afrique. Le Maroc a également accueilli des sommets internationaux majeurs, contribuant de manière décisive à la sécurité, à la stabilité et à la paix à l'échelle régionale et mondiale. Nous allons maintenant aborder le sujet du tourisme. Le Maroc a récemment été désigné destination touristique phare en Afrique pour 2025 par l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies. Cette distinction reflète non seulement la stabilité et l'attractivité internationale du royaume, mais aussi la montée en puissance de sa diplomatie d'influence. Dans l'ensemble, ces évolutions montrent comment le Maroc conjugue diplomatie, sport, influence économique et rayonnement culturel dans un contexte international en rapide mutation, renforçant ainsi son rôle sur la scène mondiale. Ryan, let's go to you. During the war in Gaza, Alors je me tourne maintenant vers vous, Ryan. Pendant la guerre à Gaza, le roi Mohammed VI a veillé à ce que l'aide humanitaire et médicale parvienne aux populations concernées en coordination avec Israël. Cela illustre une fois de plus, comme l'ont souligné nos invités, sa capacité à dialoguer avec toutes les parties du conflit. Alors dans quelle mesure les relations du Maroc avec Israël ont-elles permis au royaume de jouer ce rôle tout en affirmant son soutien aux droits du peuple palestinien ? Je considère que ce rôle est d'une importance capitale. Certains peuvent y voir une contradiction et s'interroger sur la manière dont un pays, entretenant des relations avec Israël et signataire des accords d'Abraham, peut être digne de confiance dans la défense des intérêts palestiniens. Je ne partage pas cette analyse. À mon sens, c'est précisément la capacité du Maroc à établir et à maintenir des relations avec les deux parties qui lui confèrent sa crédibilité. Israël le considère comme un partenaire fiable pour l'acheminement de l'aide humanitaire, une confiance qui n'est pas accordée au même degré à tous les pays de la région. C'est cette réputation du Maroc en tant que médiateur digne de confiance auprès de l'ensemble des parties qui lui donne cette légitimité et en fait un acteur impartial dans la gestion des conflits. Je pense que ce rôle pourrait encore se renforcer, notamment à travers le Conseil de la paix, en contribuant de manière significative au règlement de ce conflit et peut-être aussi à la reconstruction de Gaza. C'est une observation très pertinente. Mathieu, comment le Maroc réussit-il à concilier ses efforts de paix à Gaza avec ses relations stratégiques au Moyen-Orient, en Europe et au sein des Nations Unies? Quel rôle y joue-t-il exactement?
Ah bon, je partage largement ce qu'on dit Ryan et Paolo à juste titre concernant les fondements des accords d'Abraham mis en place par la première administration, puis l'évolution vers une guerre terrible marquée par des tensions et des actes terroristes. Toutefois, je pense qu'il existe aujourd'hui une prise de conscience selon laquelle le moment est venu d'emprunter une voie différente, à la recherche d'un nouveau chemin et d'un nouveau jour pour la région. Actuellement, de nombreuses parties dans la région sont unies contre le Hamas et estiment que ces pratiques doivent cesser. Comme l'a indiqué Ryan, le travail et la coordination avec Israël, ainsi que l'entrée de denrées alimentaires dans la bande de Gaza constituent un élément de confiance fondamental. C'est ce facteur clé qui ouvrira la voie à la paix et à la prospérité. Le processus a déjà commencé, ne sera pas facile, mais il peut conduire à des jours meilleurs. Un point très important, car certains acteurs ne soutiennent pas le Hamas et les Palestiniens ont souvent souffert de certaines de ces actions. Je pense que c'est pour cette raison que nous adoptons cette position. Il en va de même pour l'Iran. Le régime iranien n'est pas exemplaire, mais le peuple iranien est honorable. Il est donc essentiel de distinguer le régime du peuple, une nuance que le roi semble parfaitement comprendre, ce que j'apprécie. Paolo, compte tenu du rôle de Sa Majesté le roi Mohammed VI en tant que président du comité Al-Quds, selon vous, quelle légitimité et quel poids supplémentaire cette fonction confère-t-elle à toute initiative visant à rapprocher les Palestiniens et Israéliens? I think it carries a great deal of moral weight. And I think the Palestinians need to know that they are not just there twisting in the wind. Je pense que cela revêt un poids moral immense et je crois qu'il est essentiel que les Palestiniens sachent qu'ils ne seront pas laissés seuls face aux épreuves sans soutien. En effet, même si le Hamas est une organisation terroriste, il ne bénéficie certainement pas de l'affection des Palestiniens de Gaza. Ce sont eux qui ont souffert de son règne. Ce sont également eux qui ont, hélas, enduré les lourdes conséquences de la riposte israélienne en réaction à l'acte insensé que l'on a presque oublié, survenu le 7 octobre et qui a impliqué le meurtre brutal de civils israéliens sans aucune justification militaire, provoquant tout ce qui a suivi. Si vous étiez palestinien aujourd'hui, vous pourriez dire « Nous ne referons plus jamais cela ». Mais alors qui me soutiendra? Qui sera à mes côtés? Qui me protégera? Sa Majesté le roi Mohammed VI est celui qui vous protégera lorsque vous choisirez la paix, de par sa position spirituelle et le rôle extrêmement important qu'il joue au sein de l'islam. Ce rôle a un poids bien supérieur à n'importe quel autre discours politique prononcé par un autre dirigeant. Encore une fois, cette approche constructive visant à résoudre les problèmes et à réparer ce qui peut l'être, comme je l'ai mentionné, ainsi que l'acheminement de l'aide humanitaire aux habitants de Gaza pendant la guerre et au-delà, confèrent au Royaume du Maroc une crédibilité tant auprès des Palestiniens que d'Israël. Je me souviens d'ailleurs d'une visite que j'ai effectuée au Maroc à l'invitation du gouvernement. À l'aéroport de Marrakech, un haut responsable du ministère marocain des Affaires étrangères m'a accompagné et m'a dit « Regardez, voici un avion de la compagnie israélienne El Hay. Les Israéliens sont ici, et ce bien qu'il soit un haut responsable de la diplomatie marocaine, il a évoqué ouvertement la réalité des faits. Cela m'amène à conclure que le rôle du Maroc sera à l'évidence constructif. Si j'étais à la place des Palestiniens, je dirais que Sa Majesté le roi Mohammed VI nous offrira toute sa protection. C'est un point d'une grande importance. Je pense que c'est ainsi qu'il traite chacun. Il semble pleinement convaincu que nous avons tous été créés égaux et que notre Créateur nous a accordé des droits identiques. C'est cette approche qui fait de Sa Majesté le Roi un dirigeant véritablement inspirant. Passons maintenant à notre correspondant à la Maison-Blanche, Adel Dessouki, pour ce reportage. Sa Majesté le roi Mohammed VI jouit d'une position éminente et influente au sein des cercles politiques et des sphères de décision aux États-Unis d'Amérique. Il est largement perçu comme l'un des dirigeants les plus sages et les plus équilibrés de la région, un homme d'État doté d'une vision stratégique à long terme qui allie les questions de sécurité et de paix régionale et internationale. Les centres de réflexion américains, les diplomates et les décideurs à Washington
s'accordent à considérer que le Maroc, sous la conduite du roi Mohammed VI, constitue un partenaire fiable des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme, le renforcement de la stabilité en Afrique du Nord et dans la région du Sahel, ainsi que la défense de la sécurité régionale dans un contexte international instable. Le rôle assumé par Sa Majesté ne se limite pas à la dimension sécuritaire, il s'étend également à la promotion de la culture du dialogue et de la paix, en particulier au Moyen-Orient. En sa qualité du président du comité Al-Quds, le roi Mohammed VI assume une responsabilité à portée religieuse et spirituelle profonde dans le monde musulman, consistant à protéger Jérusalem, à préserver son identité religieuse et historique et à défendre son statut en tant que symbole de coexistence entre les religions monothéistes. Dans ce contexte, l'invitation adressée par le président américain Donald Trump à Sa Majesté le roi Mohammed VI pour rejoindre le Conseil de la paix en tant que membre fondateur reflète le niveau de confiance politique dont jouit le roi Mohammed VI, ainsi que la reconnaissance américaine de son rôle en tant que dirigeant capable de contribuer à l'apaisement des conflits et à l'élaboration d'approches réalistes pour parvenir à la paix. Cette position particulière qu'occupe le roi Mohammed VI à Washington n'est pas le fruit de circonstances passagères, mais le résultat de décennies de diplomatie équilibrée, de politique réfléchie et d'un engagement constant visant à faire du Maroc un acteur clé au service de la sécurité et de la paix dans le monde. Les reconnaissances et témoignages se succèdent quant au rôle historique du Maroc sous la conduite de Sa Majesté le roi dans les questions de sécurité et de paix à l'échelle mondiale. À Washington, comme dans les couloirs des Nations Unies, le roi Mohammed VI demeure cette personnalité qui œuvre pour que la voix de la raison et de la sagesse soit le phare guidant la politique du Maroc au niveau régional et international. Devant la Maison-Blanche, Adil Dessouki, Midi 1 TV, Washington. Merci à Adel pour ce reportage riche d'enseignements. Il met en lumière de nombreux points importants à considérer lorsqu'on observe la situation du Maroc. Le pays est stable et en invitant le Maroc à rejoindre le Conseil de paix, Donald Trump n'a pas conféré de statut supplémentaire au royaume. Ce qu'il a fait, c'est simplement reconnaître une réalité. Le Maroc possède déjà un leadership sage et respecté. Le roi est un dirigeant de stature mondiale, une voix crédible et digne de confiance, avec une vision solide et une influence reconnue auprès de divers acteurs. Ce geste relève donc davantage de la reconnaissance d'un fait établi que d'une promotion du rôle du Maroc. Le royaume s'est déjà affirmé par lui-même grâce à un leadership éclairé et durable, et Sa Majesté le roi a accompli un travail remarquable tant sur le plan national qu'international. Alors je me tourne maintenant vers vous, Mathieu. Dans quelle mesure l'engagement historique du Maroc dans les initiatives de paix des territoires palestiniens au Liban et jusqu'à la Libye renforce-t-il aujourd'hui sa crédibilité? Yeah, George, when you think about Morocco and the role that they have played in the past. Ah oui, Georges, lorsqu'on pense au Maroc, on pense automatiquement au rôle qu'il a joué par le passé en tant que pont entre l'Orient et l'Occident, au travail diplomatique accompli et à la crédibilité qu'il a su instaurer dans la gestion de conflits antérieurs. Le Maroc a joué un rôle historique et courageux. Il faut se rappeler que dans le monde actuel, les conflits peuvent éclater soudainement et nous avons vu des pays et des dirigeants émerger puis décliner. Dans les moments difficiles, tout est mis à l'épreuve. Si nous examinons les périodes les plus critiques qu'a connues le Moyen-Orient sur plusieurs générations, nous constatons que le Maroc n'a jamais reculé. Il n'a pas seulement servi de pont, mais a assumé un rôle de leadership et de pionnier. Sur la scène internationale, comme je l'ai mentionné, ce sont les moments difficiles qui forgent les leaders et révèlent leur manière de diriger. C'est précisément ce que nous avons observé au Maroc. Il y a des fondements solides, une histoire et un héritage, mais surtout ce que nous voyons aujourd'hui, la manière dont le Maroc agit pour faire de demain un avenir meilleur. Paolo, j'aimerais vous interroger sur les avertissements croissants concernant la montée d'un discours antisémite en Algérie, où les relations du Maroc avec Israël sont parfois présentées comme une trahison de la cause palestinienne. Ces critiques font abstraction du fait que le Maroc a été l'un des principaux acteurs de l'aide humanitaire à Gaza. Comment, selon vous, l'administration Trump répond-elle ou ne répond-elle pas à cette situation? Providers of humanitarian aid and so forth. But what is the Trump administration doing or not doing to address this question?
Well, I think the Trump administration has done its best, I suppose, Je pense que l'administration du président Trump a déployé des efforts considérables pour mettre fin au conflit et c'est un point très positif. Nous savons qu'il y a eu de nombreuses tentatives pour instaurer un cessez-le-feu d'une semaine ou plus, accompagné de la libération de certains otages. Mais beaucoup ont fini par estimer que cela était sans espoir. Puis, le président Trump est intervenu avec fermeté. Et une opération immédiate a permis la libération de tous les otages vivants, ainsi que la restitution des corps et des dépouilles de ceux qui avaient perdu la vie, avant toute autre démarche. I think symbolically for Israel meant an enormous amount. And that gave Mr. Trump credibility and allowed him to, I suppose, again, twist the arms a little bit of the Israeli government. Symboliquement, cela a offert à Israël une porte de sortie honorable et a conféré au président Trump la crédibilité nécessaire pour exercer des pressions sur le gouvernement israélien afin de mettre un terme aux opérations militaires à Gaza. Nous sommes ainsi parvenus à un cessez-le-feu. Il ne s'agit pas encore de paix, mais nous avons lancé cette initiative qui vise à proposer aux Palestiniens, bien entendu, et au monde arabe une alternative, cesser de s'entretuer. Reste alors la question essentielle, quel sera l'avenir des Palestiniens? Comment vivront-ils? Dans quelles conditions? C'est ainsi que se dessine une feuille de route pour le développement économique et la reconstruction, avec des contributions financières importantes provenant principalement d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et d'autres pays du Golfe disposant de liquidités, ainsi que de nombreuses autres contributions issues d'entreprises américaines, européennes, turques et d'autres. Je pense que l'ensemble de ces éléments a modifié les règles du jeu de manière positive. In a positive way. Again, we're not there yet, let's be honest. And the Board of Peace hopefully will provide the next level of commitment. Toutefois, soyons honnêtes, nous n'y sommes pas encore. Le Conseil de la paix permettra d'atteindre un niveau supérieur d'engagement en signalant clairement à toutes les parties que le processus est sérieux et que la volonté de contribuer est réelle. Sans cela, la situation risque de revenir à son état antérieur, ce qui serait un résultat insatisfaisant. Il faut donc aller de l'avant. Il existe encore de nombreux sceptiques, y compris le Premier ministre israélien, qui perçoit la question palestinienne sous un angle différent, tandis que les Palestiniens rejettent le niveau de violence et de représailles israéliennes. Néanmoins, nous sommes désormais dans une nouvelle phase qui nous permet d'envisager les choses différemment, car les anciennes approches ont échoué, et nous en avons tous conscience. Because the old ways certainly didn't work. We know that. Bien, ce qui me paraît particulièrement intéressant, c'est que si le Conseil de paix parvient à contribuer à la reconstruction de Gaza et en faire un lieu sûr pour les Palestiniens, cela démontrera l'inexactitude et l'hypocrisie des accusations relayées par certains médias algériens. Nous savons déjà qu'ils soutiennent le terrorisme et critiquent le Maroc pour n'importe quel prétexte. Les faits viendront donc confirmer que leurs affirmations sont mensongères. Après la politique, passons maintenant au tourisme. Le Maroc a consolidé sa position en tant que destination touristique mondiale de premier plan en obtenant d'excellents classements dans plusieurs évaluations internationales pour 2025 et 2026, selon le ministère du Tourisme. Le Royaume se classe désormais 13e au niveau mondial dans le classement de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies pour les destinations affichant la plus forte croissance internationale. Il se distingue particulièrement en Afrique et au Moyen-Orient, confirmant ainsi son leadership régional dans le développement touristique. Alors pour couronner cette dynamique, le Maroc a été désigné meilleure destination de l'année lors des Tourism Awards 2025 à Bruxelles. Cette reconnaissance illustre la diversité et la compétitivité de l'offre touristique du pays, tout en renforçant son rayonnement croissant sur la scène mondiale. Personnellement, la visite du Maroc figure en tête de ma liste de destinations à découvrir. Le Royaume semble véritablement exceptionnel sur le plan touristique. Mais avant de poursuivre notre discussion, regardons ce reportage.
يشهد قطاع السياحة في المغرب طفرة لافتة جعلت من المملكة واحدة من أبرز الوجهات السياحية على الصعيد الدولي بفضل مزيج فريد يجمع بين جمال. Le secteur du tourisme au Maroc connaît un essor remarquable qui a fait du royaume l'une des destinations touristiques les plus en vue à l'échelle internationale. Grâce à un mélange unique alliant la beauté des villes, l'hospitalité chaleureuse ainsi que le développement des infrastructures et des services hôteliers. De Tanger au nord à Dakhla au sud, de Fès à Marrakech, au désert marocain, le Maroc offre une diversité géographique et culturelle rare, où cohabitent des médinas classés au patrimoine mondial. Des stations balnéaires, des oasis sahariennes et des montagnes offrant aux visiteurs une expérience touristique complète, mêlant histoire, nature et modernité. L'hospitalité des Marocains et la qualité de l'accueil réservé aux visiteurs ne sont pas moins importantes que la beauté des lieux. Les touristes étrangers s'accordent à dire que l'esprit d'hospitalité constitue l'un des principaux facteurs d'attractivité. Aux côtés de la sécurité, de la stabilité, de la qualité des services et de la diversité de l'offre touristique, allant de la culture au sport, en passant par l'écotourisme et le tourisme d'affaires et de congrès. Dans ce contexte, l'Organisation des Nations Unies a classé le Maroc au 13e rang mondial parmi les destinations touristiques les plus prisées par les touristes étrangers. Un accomplissement qui reflète le succès de la stratégie nationale de développement du secteur et la poursuite des investissements dans ses infrastructures hôtelières modernes, ainsi que dans des réseaux routiers, des aéroports et des ports répondant aux normes internationales. Mathieu, le Maroc figure dans le top 3 mondial des croissances touristiques selon l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies. Quelles sont selon vous les implications de ce classement? It's no surprise. Again, this is a country, a beautiful people. C'est un indicateur qui montre que le Maroc pourrait figurer parmi les 10 premiers l'année prochaine, et cela ne serait pas une surprise. Le Maroc est un pays magnifique, et le peuple marocain est admirable, doté d'une culture exceptionnelle. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux touristes souhaitent visiter le Maroc. Permettez-moi d'ajouter que mon épouse, originaire de l'État de Virginie, a étudié à l'étranger au Maroc, et jusqu'à aujourd'hui, elle continue de parler de ce qu'elle y a appris, tant sur le plan humain que culturel. J'ai également des amis qui ont visité le Maroc. L'un d'eux a décidé d'y vivre, a épousé une Marocaine, et un autre a même acheté une maison au Maroc. Cela n'a rien d'étonnant. Comme nous l'avons dit, le Maroc est devenu un leader sur la scène internationale et offre une qualité de vie exceptionnelle. Que puis-je dire de plus? Je dirais alors, retrouvons-nous à Fès. C'est un point vraiment essentiel. Le Maroc se distingue comme une destination exceptionnelle à bien des égards. Ce n'est pas seulement pour ses paysages magnifiques, mais aussi pour la chaleur de sa population et la richesse de sa culture. Passons maintenant à vous, Paolo. Selon vous, qu'est-ce qui explique cet engouement mondial croissant pour le Maroc? Certains mettent en avant la stabilité politique et la sécurité. Ces facteurs suffisent-ils à justifier cet attrait? No, I think they're certainly contributing to it. In my own personal experience, and I am an enthusiast, and therefore I'm biased. I confess that. Non, je pense que ces éléments y contribuent, mais mon opinion est influencée par mon expérience personnelle, car je suis très enthousiaste à propos du Maroc, et je reconnais ce biais. J'ai d'ailleurs pris mon petit déjeuner aujourd'hui dans une assiette que j'ai rapportée de Marrakech sans le faire exprès. Cela m'arrive naturellement. Chaque fois que j'utilise des objets que j'ai achetés au Maroc en tant que visiteur, je me souviens des moments heureux que j'y ai passés. Il y a aussi un autre aspect fondamental, la culture de la tolérance. Le peuple marocain fait preuve d'une amitié sincère et d'une hospitalité exceptionnelle. De plus, les jeunes Marocains parlent aisément plusieurs langues, l'arabe, le français ou encore l'anglais. Comme nous l'avons souligné, le Maroc est un pays musulman, mais il se distingue par un niveau remarquable de tolérance envers les adeptes des autres religions.
Vous ne trouverez pas un Marocain qui vous regarde avec mépris parce que vous n'êtes pas musulman. La société marocaine est extrêmement tolérante et ouverte. Highly sophisticated economy. I hope that the people who visit for tourism, some of them may be in business, and they say, hey, this is a country that has great potential. You have industrial parks. J'ajoute que le tourisme est certes un secteur formidable, mais je considère également le Maroc comme une économie très avancée. J'espère que les visiteurs du Maroc, notamment les hommes d'affaires, prendront conscience des immenses opportunités qu'offre ce pays. Il existe des zones industrielles importantes, ainsi que l'un des plus grands ports de la Méditerranée à Tanger. Le tourisme est donc un élément clé, mais il y a aussi l'histoire, des infrastructures de très haut niveau, autant de facteurs essentiels pour attirer des touristes de tout horizon. Marrakech, entre autres villes, n'est pas seulement une destination touristique, mais accueille également des conférences et des réunions internationales. Tout cela contribue à attirer l'attention sur le royaume du Maroc. Je dirais donc, considérez le Maroc comme une destination privilégiée pour l'investissement direct étranger, car les opportunités y sont vraiment nombreuses. Ok. Ryan, en tant que jeune, j'aimerais connaître votre point de vue. Pourquoi le Maroc jouit-il d'une telle popularité auprès des jeunes? En réalité, c'est très intéressant. Je me souviens que lorsque j'étais à l'université et que j'étudiais les sciences islamiques en langue arabe, mon enseignante nous disait que si nous envisagions de voyager et d'étudier à l'étranger, le Maroc était la destination idéale. Elle nous expliquait que le peuple marocain est formidable, que la culture y est riche et belle et que la structure démographique y est proche de la nôtre. J'ai entendu énormément de choses positives sur le Maroc et j'espère pouvoir le visiter un jour. J'envie Paolo pour ses nombreuses visites. C'est vraiment un pays magnifique. Merci Ryan, c'est un point très pertinent. Je dois avouer que je ressens un peu de jalousie à l'égard de Paolo, car visiter le Maroc figure aussi sur ma liste de souhaits. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux de Médien TV. Un grand merci à nos invités, Paolo Van Chirac, Matthew Bartlett et à notre chroniqueur, Ryan Ekstrom. Je tiens également à remercier notre correspondante Sholouk Diab et Adèle Dessouki à la Maison-Blanche. Mes remerciements vont aussi à l'équipe de production sous la direction du réalisateur et producteur de l'émission, Mohamed Saïd El Wafi. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission depuis Washington. To you, our wonderful viewers, and we will see you in the next episode of Men Washington.